Cette vidéo vous est présentée par imaginearts.digital. Dans ce nouveau voyage en terre martiale, je vous amène à la découverte du musée du samouraï à Berlin. Cette plongée fascinante va nous amener dans l'une des plus grandes collections au monde, commencée par Peter Jensen il y a près de 40 ans. My wish was to own my own sword. I didn't see the difference between a valuable sword and a cheap one. I didn't know what to buy. On est juste à l'entrée de ce musée. Je suis impatient de pouvoir le découvrir. Apparemment, c'est fantastique. Oui, c'est fantastique, c'est unique, mais surtout, déjà commencer dans un musée avec une porte qui appartenait à la famille Sanada, grande famille de guerriers qui a officié sous Oda Nobunaga, chez les Hojo, jusqu'à Tokugawa. Ça, c'est la porte des étables qui appartenait à la famille avec le mon de la famille Sanada. À l'époque, c'est par là qu'on rentrait. Et là, tout de suite... Aujourd'hui, on passe par ici. On passe par ici. Et bienvenue au Samurai Museum de Berlin. Yeah, my first approach was in Switzerland when I was young, 17 years old about. I met two Japanese boys and one of them was karateka. And he was teaching me a little bit of karate, and he told me about the Japanese mentality, and I didn't have the chance those years to learn it really straight on. But when I came to Berlin, the first what I did was visiting a karate school. So I started practicing karate. Wadorui was my style. I did it for more than 10 years. 3 times a week I went. But afterwards I got married and I've got children. And in those days I only could go in the evening. After I had children I could go anymore, so I stopped. Later on I got interested in samurai culture, was looking in books at pictures, and my wish was to own my own sword. We have a lot of technology here. We are one of the most advanced museums in Berlin, I think. We built it together with Ars Electronica Solutions from Austria. Un système électronique qui est absolument phénoménal. Ah, phénoménal, c'est le cas de le dire. L'une des idées de M. Peter Jensen, c'était que ce soit didactique, qu'on puisse, et interactif, que toute personne puisse jouer, entre parenthèses, comme avec un grand iPad. Il y a tout un système informatique, de lumière et aussi de jeu où la personne qui vient un peu créer son propre tanuki, donc le fameux renard très important dans la culture japonaise, et à chaque étape que l'on va visiter chez les guerriers, voilà, en touchant, ça c'est clair, hein, d'ailleurs, un touch me, et vous avez des explications qui sortent sur la culture, un bunka en japonais, samouraï, donc la culture religieuse, le shukyo. En passant à ça, ça vous aide aussi, c'est à la fois très éducatif, ça permet de soi-même faire son chemin historique et de participer un peu à la remontée dans le temps de l'histoire des guerriers. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui viennent regarder, parce que bon, c'est quand même un monde numérique, hein, ça s'adresse beaucoup à eux, c'est leur monde, c'est leur génération. Si on aime les mangas, si on aime les animés et qu'on veut savoir d'où ça vient, donc en venant ici, vous allez tout avoir du samouraï au ninja, à tout ce qui est guerrier, et on peut toucher, regarder, participer un peu à l'effort du fait historique. Kasim's historical knowledge is amazing. He knows everything about the history, yes, about everything. So if we ask him, he finds an answer. He can talk and translate Japanese also perfectly, because the modern Japanese can't read the old kanji. They don't understand. It's too old. It comes from the Chinese kanji, and they don't use it officially anymore. And on many old pieces you find writings like this, and Kasim can read it fluently. I can find this old kanji, then I can ask Kasim, and he helps me a lot to finding the old kanji, and I'm so thankful for that. So one day I went to another flea market, and I found one. It was quite heavy, was good in my hand, it had the right shape and everything, so I bought it.
and I was proud of it because it was my first piece. The blade wasn't polished, so I couldn't see anything on it. Yes, but I kept it. And years later, I had a guy over here. He came and he was asking, "May I polish a sword for you?" And I didn't know if I could trust him or not, but I gave him the sword for polishing. But when he came back, it really came out as a good welded sword. First, I couldn't believe it. It was a blade in a simple cochire. It was made for the Second World War. And normally those swords are just pressed steel, they are not welded. But this one is really welded. And now we still have it in the exhibition. On arrive ici au niveau de la genèse en fait. C'est ça, tout à fait. Il y a deux choses qu'il faut voir. Du point de vue des arts martiaux par exemple, la plupart des écoles classiques, le savoir qui concerne les techniques de combat en général est toujours enseigné dans les temples et les monastères. D'où le fait d'avoir une sorte de coin de l'influence religieuse. Non seulement dans les techniques et les pratiques de combat, mais aussi chez les guerriers, donc qui peut être à la fois du bouddhisme zen ou Shingon, n'est-ce pas? Et donc on a des choses importantes qui montrent comment ça va commencer, les croyances guerrières très importantes. Et on est aussi dans cette période où les guerriers vont prendre le pouvoir, donc la période de Kamakura, donc c'est l'émergence guerrière. Et on commence ici avec les premières armures, les premières armes utilisées par les guerriers de cette époque-là. On peut voir aussi différents aspects de ces armures et comment elles vont évoluer à travers le temps. Les iPads comme ceci, à chaque fois pour montrer le côté interactif, on peut appuyer, on a une histoire en fonction des objets, alors en anglais et en allemand, puisque c'est quand même un musée qui est en Allemagne, mais au moins c'est fait en anglais, il y a toujours ce... On a les dates, pardon, excuse-moi, on a les dates des objets, des différentes armures, casques, armes, ou bien des statues proposées. Donc on est vraiment dans le... Comment ça a commencé. Voilà. Puis même, on voit au niveau des armures beaucoup plus carrées. Oui, tout à fait. Pendant la période de enfin juste un peu avant la période Kamakura, on utilise des lames droites qui sont montrées, donc qui sont chinoises. C'était des armures carrées, assez larges, un peu robotiques quand on voit comme ceci. Et petit à petit, quand on rentre pendant la période Kamakura, c'est là que le Nihonto, donc le sabre avec une certaine courbure, va naître. Et les armures vont changer, vont être un peu plus rondes. Les choses vont s'adapter bien entendu aux faits de guerre et aux techniques de combat, comme les tactiques de combat. I didn't think of buying more and more. It happened very slowly, so I had the wish to own maybe an armor or a helmet or a mask or something like this. And I found with a friend of mine, he sold quite nice armor to me. And I put it at home, and I was learning from this object, started to find out how it was made. I didn't start learning from books. I learned from the items I bought. This learning was for this object was finished. I bought another one, and I was also learning again. And this was the way I started. It was very slowly in the beginning. I didn't buy so many things, maybe one piece a year, but very slowly the collection increased. Even in those days, I didn't want to build up a big collection. Started many years later. I just wanted to have a nice bureau. I put it on the shelf or on the table. I liked them. Ici, on est dans une autre partie du musée. Une partie musée, oui, tout à fait. On a des collections de Tanto, de Tsuba, encore des armures. Parle-moi un petit peu de ce coin. Bah écoute, là on est dans le coin Tokugawa. Et donc ce n'est pas rien, c'est Ieyasu, Hidetada, Iemitsu, donc les 3 premières générations. Donc on a énormément de choses qui appartenaient à la famille Tokugawa, des armes d'une qualité incroyable, comme des petits pistolets, ce qu'on appelle des teppo wakizashi, donc qui ressemblent à des sabres, mais quand on dégaine, c'est un pistolet. Certains tanto, certains wakizashi ou shoto d'une qualité incroyable. On a aussi une calligraphie de Yamaoka Teshu, mais ça c'est très loin vers la fin de la période Edo. Une qualité, un raffinement qui manifeste toute la grandeur des Tokugawa et de leur savoir. Et derrière aussi, ils pourront admirer un tanto Aino.
Oui, alors ça c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On a donc eu un tantôt Aïnou, d'origine Aïnou, très très rare, une très belle pièce d'ailleurs, magnifique. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer aussi que les Aïnous font partie aussi de la culture japonaise d'une certaine manière. I bought too many items. I didn't know where to store them. First, I had a medium bureau, but soon it became too small. Afterwards, I moved. I had a bigger one, but it took about 2 years. It was too small again. Always, when friends or family visited me, they wanted to see all the items and wanted to have them explained and told me, yeah, you must show it in a museum or somewhere else. So I started to think about a museum, to show it to others, to make other people also happy to see it, to give them the chance to see those items. Some are proud of it and say, wow, you did a good job, you have really a nice collection. I even can't see it in Japan or somewhere else. Maybe conservative Japanese people think, those items shouldn't be in Europe, they should be in Japan. It's possible. Nous sommes dans le coin un petit peu intimiste où on entend le taper, forger la lame. Alors ici, c'est le coin des sabres, donc des différentes lames en fonction des époques. On a des sabres de l'époque Heian, Kamakura, jusqu'à l'époque d'Edo et fin Edo, même des sabres appartenus à des testeurs de lames, comme le fameux Yamashino. On a aussi des nagamaki, un genre d'armes qui étaient utilisées et par l'infanterie et par les cavaliers, notamment des armes aimées par des daimyo comme Oda Nobunaga ou bien Uesugi Kenshin, et tout un dispositif interactif qui permet de voir les différentes évolutions et les procédés du fabrication d'un katana, comment on fait les alliages pour en avoir le tamanage, etc. Donc vraiment, en touchant, en appuyant, on peut regarder, apprécier, participer à la fabrication, à la forge d'un sabre, le fameux Neri, le Kitaeru, etc., etc. Donc vraiment, on peut aussi, sur les écrans, au millième près, voir la lame au plus proche, donc agrandir par différents pixels pour voir le grain de la lame, etc., etc. C'est vraiment magnifique et très, très, très éducatif. It's difficult for me to say, this piece is the most important for me. I think there are many. Maybe this one over there. It's a bison blade made by Yosemon Sukesada. It's dated 1520 around, I think. 1520. Yes, but it's a very, very, very nice blade. So for the people who doesn't know all the writings in there, it's the history of the blade. Yes, and the description about the quality and everything. It's done by Tanobu Sensei. He is a great sword master in Japan. So if you look at the shape, it's very nice. It's quite old, and you can see a perfect hammer. Everything is beautiful. We started in the Clearley, the place where you're going to tomorrow. It was the first museum. It is a little bit on the outskirts of Berlin. You have to go by bus or by train. So not so many people came. And we started thinking about a place in the center of Berlin. We were trying to find a location. After half a year, we found this place here. We were signing the contracts, and a week later, we had Corona. Corona started, and we thought, what do we now? We didn't know how long it will take, but it continued to get worse and worse and worse. So we think, if it is going on, we will lose time. We want to open, we have the location, we have to pay rent for it, and what can we do? It took nearly 2.5 years altogether, and during Corona, we didn't lose any time. The opening ceremony was the most important.
day. The best day. It was a lot of stress the months before, and it was a great day because we are looking so long for to open the museum and to show to the public our pieces. We are very interested what the people think and what they tell us. And when you look at the Google rankings and the answers from the people, it's amazing what they think, how they see the museum, how they see us. Kassem, on vient d'arriver dans l'antre de la Tsuba. Oui, c'est le cas de le dire, effectivement, l'antre de la Tsuba. Donc ici, plusieurs types de Tsuba proposés. Il faut savoir que à partir du milieu de la période d'Edo, les Tsuba vont devenir des objets de collection, pas souvent pour un sabre. Certaines sont très importantes. Guerriers connus vont même quelquefois y confectionner des secrets techniques, des gokui. Par exemple, dans la famille Yagyu, on parle de 36 Tsuba qui avaient été mises au point par Hyogonosuke, Yagyu Hyogonosuke, qui était donc le petit-fils de Yagyu Sekichusai et qui aurait rencontré Musashi, se sont rencontrés. Musashi lui-même a créé une Tsuba très connue. Il y a aussi la famille Hosokawa, qui était donc très proche et de Musashi et de Yagyu, qui possède donc ce type de Tsuba magnifique, dont on peut apprécier l'élégance. Celles-ci qui sont attribuées à Yagyu Hyogonosuke. Là, le même type que pour ce que Musashi avait créé. Donc, des types de Tsuba de différentes caractéristiques, avec différents motifs, qui sont à la fois des œuvres d'art, qui font penser, qui font réfléchir sur le comment, le pourquoi. Donc, vraiment de très belles choses, en effet. Oui, parce qu'on peut vraiment juste penser que la Tsuba, à partir du moment où elle est juste là, elle fait son job. C'est la garde qui protège les mains, mais c'est beaucoup de choses aussi à la fois. C'est aussi quelquefois là où on va inscrire quelque chose, instruire quelque chose, et c'est beaucoup plus que simplement qu'une garde. We only have a small team. We have 8 to 10 people, and everybody plays a big role. Many of our team are here already since the beginning. Before the opening, the last weeks and months, we had lots of work to do. So 8 hours a day, 5 days a week wasn't enough. They had to do much more work, but they did it with a smile. We set an opening date and we have to reschedule, yes. And the last one, we didn't want to. We couldn't, because we told it the whole world the 8th of May is the opening date. So the last days, day and night, we were involved. This I appreciated much. I was very thankful to do it. But everybody understood it has to be done. We must get ready, otherwise we can't open. Je pense que pour terminer une visite, terminer par la cérémonie du thé qui demande paix et sérénité, qui demande du calme, qui était là aussi pour apprendre aux guerriers à se calmer, à prendre conscience de passer d'un monde à l'autre. Quand on rentrait dans une pièce à thé, on mettait ses sabres de côté, il n'y avait plus de guerriers. Senryuku avait l'habitude de dire qu'on est tous égaux, il n'y a pas de classe. Nous parlons, nous échangeons. Alors bien entendu, il y avait aussi le côté guerrier, échange d'informations, discussion. Mais quelque chose qui en ressort, c'est ça aussi, c'est on est tous les mêmes et on peut se parler franchement, sans code, sans cérémonial, autour d'une tasse de thé. J'espère que cette immersion dans la culture et l'histoire des arts martiaux et des samouraïs vous a autant passionné que moi. N'hésitez pas à venir ici à Berlin pour venir découvrir par vos yeux le musée du samouraï. Et maintenant, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle destination en terre martiale.